Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, Fabrice Jumel, donc, je suis enseignant-chercheur à CPE Lyon et je suis rattaché au laboratoire City et plus particulièrement à une équipe INRIA qui s'appelle Chroma. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de framework pour des interactions humains-robots et plus particulièrement, et si on s'intéresse aux ligues majeures, il y a aussi toute une partie pour des juniors, on va retrouver des robots rescue, donc on imagine des scénarios catastrophes post-tremblement de terre par exemple, des robots plutôt orientés industriels et des robots de type aide à la personne à domicile. On voit là un petit peu ce qu'on trouve à la Robocup, donc des robots de différentes tailles qui jouent au foot, sachant que l'idée de départ de la Robocup, c'était peut-on faire en sorte qu'une équipe de robots batte en 2050 l'équipe championne du monde de foot. On n'y est pas encore, mais ça reste quelque chose qui semble atteignable aujourd'hui en termes d'objectifs. L'intérêt de la Robocup, c'est de mettre en place un processus pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire que l'open source est un élément central et c'est une compétition où chacun essaye d'être le meilleur, mais d'un autre côté, il y a l'idée que chaque année, ça doit être de mieux en mieux de manière à atteindre l'objectif de la Ligue. Donc, il y a aussi une forme de coopération à travers la compétition. Et donc, c'est un endroit où on apprend beaucoup de choses. Ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est la Robocup at Home. Donc là, l'idée, c'est de s'intéresser à des robots qui peuvent faire de l'aide à la personne. Dans le cadre de ces compétitions, on peut soit venir avec son propre robot, soit utiliser des robots entre guillemets dits standards. Donc aujourd'hui, les robots standards, c'est le robot Pepper. Donc on a une ligue avec des robots Pepper. Le robot HSR, Human Service Robot de Toyota. Et on peut faire son propre robot, donc c'est la Open Platform League. Et donc, en ce qui nous concerne, on a déjà été amené à travailler sur ces trois types de plateformes. À quoi ressemblent les challenges ? L'idée, globalement, c'est d'avoir des compétitions de robots d'assistance, donc soit des robots compagnons, soit des robots qui vont guider les gens en leur présentant des choses. On pourrait imaginer dans un musée. Des robots d'assistance personnelle. Donc, le compagnon, il a un aspect plus social. L'assistant personnel, il doit, par exemple, être capable de ranger à l'intérieur de la maison. Et puis, on va avoir des rôles, par exemple, le robot serveur. Donc, par exemple, il y a une compétition de robots à l'intérieur d'un restaurant. Le robot majordome. Donc là, on rajoute tout un côté un petit peu social si on avait quelqu'un qui accueille les gens à la maison. Et le côté un petit peu challengeant de tout ça, c'est qu'il faut intégrer beaucoup de capacités au robot, de naviguer dans des environnements dynamiques, où on a plein d'incertitudes, d'être capable d'interagir en langage naturel avec les gens qui s'y trouvent. On a besoin d'analyser visuellement tout ce qui se trouve autour de nous, de comprendre les gestes des personnes autour de nous, si elles nous appellent ou si elles veulent communiquer en nous montrant des objets, par exemple. Et en final, on a souvent à manipuler des objets, il faut les reconnaître, à discuter avec des personnes, à les identifier, à les réidentifier dans l'idée que si on les croise à un moment donné, il faut être capable, la prochaine fois qu'on les recroise, de pouvoir donner suite à des scénarios. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de briques qui doivent fonctionner ensemble de manière ensuite à remplir des scénarios qui peuvent être divers et variés. L'idée de tout ça, c'est de mettre en place une forme d'évaluation de ces robots domestiques dans des scénarios proches de la réalité. Donc pour ça, on est dans des arènes qui représentent des appartements simulés. La seule différence avec des vrais appartements, c'est que certains murs sont plus bas de manière à ce que le public puisse suivre un petit peu ce qui se passe pendant la compétition. Et puis, l'idée, c'est qu'on va avoir des tâches précises à faire, comme par exemple accueillir quelqu'un à la porte, lui trouver une place de libre sur le canapé, lui demander ce qu'il veut boire, lui amener ses boissons, etc. Donc, les points importants sont ceux qu'on a situés précédemment. Et donc, on a besoin de beaucoup d'éléments logiciels de manière à naviguer, à se repérer, à reconnaître des objets et à pouvoir prendre de l'information sur les personnes. Et donc, on montrera un petit peu plus la partie nécessaire autour des humains et en particulier tout ce qui est comprendre les différentes poses que peuvent avoir ces personnes et être capable de donner du sens à leurs actions, aux vêtements qu'ils portent, être capable de les reconnaître si on les a croisés une fois, être capable de les suivre, etc. Dans beaucoup de scénarios, il est pertinent de pouvoir faire que ces différents codes ne marchent qu'avec des caméras 2D
donc d'éviter, si possible, l'usage de caméras 3D de manière à réduire les puissances de calcul nécessaires. Donc, là, on voit les robots sur lesquels on a dernièrement travaillé. Donc, on voit le robot Pepper, on voit notre robot ad hoc sur lequel on travaille dans notre laboratoire. Donc, il y a une base PMB2 donc on retrouve sur le robot Tiago, et tout le reste, on l'a défini vis-à-vis de nos besoins fonctionnels. Autour de ça, on va retrouver beaucoup d'outils logiciels autour de l'analyse. Donc, maintenant, c'est de plus en plus à base de réseaux de neurones. Et si on regarde des exemples de scénarios, donc là, on voit par exemple un scénario dans lequel le robot doit être capable de vider les poubelles, donc de trouver les poubelles dans l'appartement, s'il en est capable de prendre les sacs poubelles, de faire des nœuds, s'il n'en est pas capable de demander de l'aide à un humain en lui demandant très exactement ce qu'il attend de lui, de manière ensuite à pouvoir porter le sac et le jeter. Donc là, on voit que le robot analyse la situation, il ne peut pas s'en sortir directement à prendre le sac, donc il demande de l'aide. Donc il y a une forme d'interaction un petit peu compliquée où il lui montre une vidéo précise, lui demandant ce qu'il doit faire, et ensuite il va vérifier que l'humain va faire ce qu'il demande pour lui donner le sac poubelle. Et ensuite, le robot va amener le sac poubelle à sa destination. Ici, on voit un autre scénario dans lequel le robot, alors je vais commencer un petit peu plus tôt, voilà, dans lequel le robot doit retrouver une personne qui vient d'arriver dans l'appartement et il doit l'amener dans le salon et lui proposer une place assise. Au passage, il doit aussi lui demander quelques informations personnelles, s'il a soif, et puis ensuite, dans la suite du scénario, s'il rencontre d'autres personnes, ce sera lui de présenter les personnes qu'il a déjà accueillies aux autres et ensuite leur emmener leurs différentes boissons. Donc là, on voit typiquement le type de choses qui tournent, donc de la reconnaissance à partir de réseaux de neurones, des outils qui vont permettre de détecter les squelettes des humains, des outils de navigation, et derrière tout ça, des solutions qui permettent de répondre à un scénario un petit peu plus global. Donc, cette année, donc la Robocup a lieu d'habitude tous les ans dans des pays différents. Cette année, c'était un petit peu spécial cause Covid. Donc, du coup, de manière à faire que la Robocup ait quand même lieu, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en simulation. Et donc, dans le cadre de notre ligue, cette année, on est passé complètement en simulation. Donc, l'idée, c'était toujours de faire le même type de scénario, mais dans des environnements simulés. Alors, on a perdu un petit peu côté interaction avec les humains, qui a été réduit au minimum, même si un peu plus aurait été fait. Par contre, tout le challenge au niveau navigation, au niveau reconnaissance d'objets, etc., était assez proche. Donc là, on voit typiquement l'épreuve de clean-up. Donc, c'est une épreuve dans laquelle, en fait, il faut ranger complètement une pièce, sachant qu'il y a des objets qui traînent dans cette pièce, et d'après la catégorie de l'objet doit être rangé à la bonne place. Donc là, on voit le double numérique de notre robot. Donc, en fait, notre robot a été cloné dans cet environnement de simulation. Là, on voit le robot HSR qui est en train aussi de faire les tâches. Donc là, les codes qui tournent, c'est des codes qui ont tourné pendant la compétition. Là, on voit, par exemple, pendant l'épreuve, il y a une difficulté d'éviter des petits obstacles au sol qui vont soit amener que le robot doit éviter de les toucher s'il peut, soit manipuler les objets qui traînent au sol de manière à se frayer un chemin. Dans le cadre de cette épreuve-là, l'idée, c'était de rentrer dans la pièce. Un humain va demander un objet en particulier, et là, le robot doit aller sur l'étagère, trouver l'objet et l'amener à l'humain qui lui a fait la demande. Donc là, on voit un exemple de passage là où le robot se ferait un chemin en bougeant les objets au sol. Donc, c'est des techniques proches de ce qu'on appelle de la NAMO, Navigation Among Movable Obstacles. Et puis là, on voit le robot qui saisit l'objet qui a été demandé, qui l'amène à l'humain en question. Donc là, on est assez proche de ce qu'on pourrait trouver dans les épreuves en physique de la Robocup, mais on aurait un peu plus d'interaction avec les humains. Donc, dans le cadre de ces scénarios, on a besoin d'interagir avec des gens, alors pas forcément cette année en simulation, mais de manière générale.
On a besoin en particulier de récupérer des estimations de la pose qu'a la personne, d'être capable d'avoir des informations sur l'individu lui-même, parce le robot peut être amené à devoir décrire la personne à quelqu'un d'autre. Par exemple, ah bah tiens, là, il faudrait que tu retrouves John. John, c'est la personne qui se trouve dehors avec un pull rouge. Ou John, c'est quelqu'un qui est grand, qui est petit, etc. On va aussi avoir besoin d'être capable de reconnaître une personne ou de la trouver. Et puis, on doit être capable de la suivre. Alors, pour faire ça, donc, comme pour la plupart des équipes dans ce type de compétition robotique, on est dans des environnements très fortement axés sur ROS, dans lequel on va avoir un certain nombre de nœuds pour gérer les différents besoins, donc que ce soit au niveau de la navigation, que ce soit au niveau de la détection, de la manipulation des objets, ou pour tout ce qui est l'interaction avec les personnes. Sachant que l'interaction avec les personnes, on va trouver des choses autour du fait de dialoguer avec les personnes, du fait d'utiliser des tablettes pour avoir des retours, parce que souvent, on va dire qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Il peut être quand même très pratique de disposer d'une tablette sur un robot pour être plus efficient dans les interactions, surtout si ça peut amener à des blocages. Et dans le cadre de ces interactions avec les gens, on a aussi besoin d'informations sur les personnes elles-mêmes. On a besoin de voir que des gens passent à côté de nous, d'être capable d'y associer le maximum d'informations. Pour ce qui est des objets, on a besoin d'être capable de sauvegarder les informations de tous les objets qui se trouvent dans l'environnement. Parce que non seulement il faut être capable de les manipuler, mais aussi on peut avoir des challenges dans lesquels quelqu'un va nous demander tiens, combien reste-t-il de bouteilles de coca dans le frigo? Et du coup, il faut être capable d'aller voir dans le frigo combien il y a de bouteilles. Et au passage, il se pourrait qu'il y ait des bouteilles qui traînent ailleurs que dans le frigo et on pourrait revenir vers la personne et par exemple lui dire il y a 3 bouteilles de coca dans le frigo, mais il y en a 2 autres sur la table. Voilà le genre d'interaction qu'on doit pouvoir avoir avec les gens. Donc, sur les couches navigation, on trouve classiquement ce dont on a besoin sous ROS. Pour tout ce qui est détection d'objets, on trouve des outils, bien entendu, de machine learning, mais il faut les adapter à notre cas avec des apprentissages spécifiques, soit pour enrichir les objets dans le dataset, soit, par exemple, si le but, à la fin, c'est de faire de la manipulation, il ne suffit pas forcément que de trouver l'objet et d'avoir une vague bounding box. Il faut avoir après une stratégie de grasping qui ait du sens et qui permet à la fin réellement de manipuler l'objet. En tout cas, voilà le type de choses qu'on doit être amené à gérer dans ces architectures de robots de service. La partie la plus récente sur laquelle on a travaillé, c'était sur le people management, avec la problématique de la réidentification des personnes. Donc, l'idée, c'était si le robot croise une dizaine de personnes, comment faire qu'il soit capable de les reconnaître. L'idée de base, on voulait utiliser un réseau de neurones pour faire ça. Le problème, c'est que les gens, on va souvent les voir très partiellement parce qu'on va croiser la personne au début de face et ensuite, il va falloir la reconnaître la majeure partie du temps de dos. Et du coup, les outils qu'on trouvait de face recognition, par exemple, nous posaient un certain nombre de problèmes. On a commencé à mettre en place des datasets pour faire cet apprentissage. Le problème, c'est que la labellisation de ces datasets était beaucoup trop longue et donc il nous fallait quelque chose d'intermédiaire qui potentiellement puisse servir ensuite à automatiser la création des datasets labellisés. Donc l'idée, ça a été de s'intéresser à ce qui s'est fait dans la littérature autour des multiple object tracking et des person re-identification. Et du coup, on a mis en place une logique qui utilise beaucoup d'informations de manière à pouvoir reconnaître une personne. Au passage, reconnaître les personnes, c'était un des aspects, hein, le people tracker et le recognition. Alors, bien sûr, on utilise aussi des briques de face recognition, mais pas que. Et on avait aussi des problématiques de détection de gestes. Par exemple, savoir si la personne est en train de nous montrer un objet ou savoir si la personne est en train de nous appeler ou de dire au robot qu'il y a une situation d'urgence et de nous demander d'arrêter en faisant des gestes qui ont l'air d'indiquer qu'il y a une situation d'urgence. Donc, l'architecture permet de récupérer ces informations. Donc là, il y a des petits points de détail, mais je n'irai pas forcément très loin dans le détail de l'explication. Donc, comment partir de la connaissance du squelette qui nous est envoyée par des outils comme OpenPose sur des informations de quel est l'état de la personne, est-ce qu'elle est assise, est-ce qu'elle est debout, est-ce qu'elle est couchée, est-ce qu'elle est en train de pointer un objet, est-ce qu'elle croise les bras, etc. On a aussi, du coup, travaillé sur des outils d'estimation de pose
à partir de caméras 2D. Donc, comment on est capable de donner du sens à ce qui se passe dans une scène avec des gens qui circulent, de manière d'une part à trouver leur position, mais aussi de jouer sur la réidentification avec les visages quand on y a accès, mais si on n'a pas accès au visage, d'utiliser par exemple les couleurs dominantes sur les vêtements ou d'autres signes qui pourraient nous permettre de considérer que c'est bien la même personne. Donc là, on a du détail, je ne vais pas rentrer dedans sur comment on fait pour, sous une hypothèse de lien entre la distance et le squelette des personnes, comment on fait pour retrouver les différentes informations de position. Là, on voit sur les couleurs, donc on va travailler sur des couleurs dominantes de manière d'une part à pouvoir utiliser cette information pour traquer les personnes, mais aussi de pouvoir dialoguer et par exemple dire à un humain, tiens, la personne, elle a un short bleu, donc on va s'intéresser aux couleurs, mais aussi au type de vêtements pour pouvoir donner ce type d'information. On a aussi intégré des outils traditionnels de type face recognition qui du coup se rajoutent à ces capacités générales de gestion des gens. Pour ce qui est du tracking, on utilise globalement un système de scoring qui va permettre de prendre en sorte ces différentes informations de manière à conclure est-ce que c'est bien la même personne, même si elle s'est retournée, même si elle est sortie de la scène et elle est revenue, est-ce qu'on peut considérer que c'est toujours la même personne? Donc là, on voit un petit peu plus de détails et dans quel cas c'est les couleurs, dans quel cas c'est la face qui va nous aider. Sur les poses, on a aussi une logique de type filtre de Kalman, donc surtout la partie prédiction, de manière à nous aider à considérer que c'est bien la même personne au cours des déplacements. Et donc là, on voit les scénarios de validation de ces approches de tracking où on fait faire différents mouvements aux personnes, où on les fait sortir du cadre. Au passage, on teste aussi le système de reconnaissance de gestes et on voit un espèce d'avatar simplifié sur les outils de type Airviz pour pouvoir suivre si le système a l'air de bien gérer les choses. Et donc là, on voit comment en usage on va être capable de faire du tracking de personnes. Donc là, on voit la personne qui rentre, la nouvelle personne qui est traquée, etc. Donc là, on verrait la même chose sur la troisième personne. Et donc ces choses-là sont utilisées dans le cadre d'épreuves de la Robocup. Là, on avait une épreuve où il fallait décrire le nombre de personnes, celles qui étaient allongées, debout, celles qui levaient la main, qui croisaient les bras, etc. Donc, ce qu'on a vu là, c'est le fait qu'on a des architectures complexes dans lesquelles on a besoin de beaucoup de briques. Les briques là qui nous manquaient, qui ont été développées, c'était autour de donner un petit peu plus d'informations sur les personnes que croise le robot. Aujourd'hui, les travaux qui ont été faits, en particulier par Jacques Saradarian, qui est un peu le porteur de toute cette architecture, tournent autour de l'usage de bases géographiques, que ce soit sur les objets ou sur les personnes. Et puis, on a des réflexions sur le fait, là, de passer nos trackers dans des approches, on va dire, je dirais un petit peu à l'ancienne, sur des approches basées sur des réseaux de neurones dans lesquels il faut prendre en compte l'aspect temps avec des choses comme des long short-term memory de manière à pouvoir faire que le tracker soit directement fait au niveau du réseau de neurones lui-même sans qu'on ait besoin d'avoir des couches qui ne soient pas directement le réseau de neurones. Et puis, on travaille aussi sur le fait d'améliorer la représentation de la connaissance et la façon d'utiliser ces connaissances avec des modes de raisonnement, sachant que là-dessus, comparé à d'autres équipes de la Robocup, on a encore beaucoup de choses à faire. On a des usages des données qui sont encore assez simplistes et qui ne sont pas du domaine de raisonnement automatisé. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Donc voilà, je laisse le temps pour les interactions. Merci beaucoup.